Alors, je m'appelle Anne Ducrot, je suis professeure de neurologie à l'université de Montpellier depuis 2013. Et mon parcours a commencé en fait dans cette université puisque j'ai été étudiante à Montpellier et ensuite interne des hôpitaux de Montpellier. Je suis partie à Paris, donc au début pour un cursus de recherche et une première partie de thèse de sciences qui s'est déroulée en fait pour moi très tôt dans mon internat. Puisque une fois que j'ai été nommée chef de clinique, j'avais en fait déjà une thèse de sciences et j'ai été nommée chef de clinique à Paris et non pas à Montpellier. Je ne suis revenue à Montpellier qu'en 2013 au moment de ma nomination. À Paris, j'ai co-dirigé en fait pendant 10 ans, 13 ans même, le service d'urgence céphalée, qui est un service spécialisé dans la prise en charge des céphalées des patients aigus. Le parcours pour devenir professeur n'est parfois pas si linéaire que ça. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse décréter un moment, je vais devenir professeur et être sûr qu'il y arrivera et exactement à l'endroit où il ou elle le souhaite. Alors déjà, moi, lorsque j'étais étudiante et interne, j'ai toujours beaucoup aimé l'hôpital. J'étais vraiment attirée par le fonctionnement hospitalier. Je ne me suis jamais imaginée être médecin installé en ville. D'autre part, j'ai toujours beaucoup aimé les discussions, les staffs multidisciplinaires, concernant des patients avec des pathologies potentiellement complexes et sévères, et l'apport de la recherche et les études à la résolution et la prise en charge des patients. Lorsque j'ai commencé mon internat, je n'avais pas du tout l'idée que j'allais finalement devenir professeur de neurologie. Quand j'ai fait mon master 2, en fait, ce que je faisais m'intéressait beaucoup, donc j'ai continué sur une thèse. À l'époque, c'était sur la génétique de la migraine. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans là-dessus, à plein temps dans un laboratoire, où j'ai vraiment vu l'apport du raisonnement scientifique euh, euh, à la médecine. J'ai aussi toujours été beaucoup intéressée par l'enseignement. Et j'ai fait de l'enseignement pendant des années sans être universitaire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que lorsque j'étais chef de clinique, j'étais universitaire de manière transitoire. J'ai commencé à faire des enseignements dirigés, des cours à la fac, à Paris. Ça me plaisait beaucoup. Et ensuite, j'ai continué alors que j'étais praticien hospitalier. Donc, on peut parfaitement aussi imaginer travailler dans un CHU, ne pas avoir le statut d'universitaire, mais participer à des protocoles de recherche et également faire de l'enseignement. Cela peut être une limitation, par exemple dans les demandes de financement pour des protocoles et évidemment aussi pour, il faut bien le dire, pour ce qui est la reconnaissance personnelle des activités que l'on a. Beaucoup de mes collègues qui sont d'un très haut niveau, au niveau international, reconnus, ne sont pas universitaires. Donc on peut très bien également avoir un poste hospitalier, être chef de service, même au sein d'un CHU, sans être universitaire, tout simplement parce que les postes d'universitaires, il y en a peu, et que pour arriver à en obtenir un, c'est difficile. Et je pense que c'est difficile autant pour les hommes que pour les femmes. Je pense que c'est tout aussi difficile pour les deux. Déjà, les chiffres sont étonnants, mais pas si étonnants que ça. À Paris, j'ai travaillé avec le professeur Marie-Germaine Bousser, qui a été en fait la première femme nommée PUPH de neurologie. Avant sa nomination, il n'y en avait pas. Comme ça, au moins, c'était clair, c'était 100% d'hommes. Petit à petit, le nombre de femmes PUPH augmente, mais c'est très long. Ça ne reflète pas du tout le pourcentage de femmes internes, puisque là on est maintenant arrivé à en fait plus de jeunes femmes que de jeunes hommes. Une des premières explications, elle est, je pense, quand même encore dans un modèle d'éducation et de point de vue personnel, et de se dire en tant que femme interne, c'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile. Et il me semble qu'il y a beaucoup de barrières psychologiques. Et que si une interne se met des barrières psychologiques en se disant non, pour moi, c'est
trop difficile, ou ça va me demander trop de travail, ou je ne vais pas y arriver, évidemment, il peut y avoir un frein à se lancer. Il y a peut-être aussi encore des visions de certains responsables de service qui pensent qu'une femme va être entre guillemets moins productive qu'un homme. Et c'est complètement faux. Probablement que petit à petit, la place des femmes dans les universitaires augmentera. Alors ça, je pense que c'est un problème réel. J'ai une fille et je l'ai eue à 40 ans. C'était pas tellement le problème de la grossesse, parce que ça, à la limite, la grossesse, ça dure 9 mois, pendant les 9 mois encore, on peut travailler, mais c'est ensuite le problème de gérer un temps de travail et un investissement important avec un enfant petit. Donc là, c'est en fait une question d'organisation. Et ça reste vrai même à l'heure actuelle. Ma fille a 10 ans. Pour m'organiser, c'est compliqué. Je fais appel quand même à mon entourage familial et notamment à mes parents qui m'aident beaucoup. Parce que lorsque je dois me déplacer pour aller à Paris donner des cours ou à l'étranger, c'est toujours le fait de jongler. En France, hein, et pour l'instant, et même dans le monde, c'est quand même encore les femmes qui plus souvent s'occupent au jour le jour des enfants. Et donc pour une femme, il faut vraiment que si elle est en couple, eh bien son compagnon participe beaucoup et aide, parce que ça c'est un problème majeur. Il aurait été logique finalement que je sois nommée à Paris. Ça n'a pas été possible à cause de problèmes locaux dans l'hôpital où je me trouvais, et cela reflète plutôt un problème général qu'un problème lié au fait que j'étais une femme. Ça reflète le fait que les carrières hospitalières universitaires sont difficiles, et que ce n'est pas parce qu'on satisfait tous les critères pour être nommé PUPH, c'est-à-dire en termes de publication, en termes de notoriété, en termes de compétences, qu'on va finalement le devenir. Le fait d'être nommé PUPH, c'est un parcours qui démarre tôt et qui généralement, pour aboutir à une nomination effective, doit être décidé conjointement par la personne, donc le candidat, mais aussi par ses prédécesseurs. Et c'est en général les PUPH déjà présents qui, entre guillemets, vont aller chercher des personnes pour venir ou pour leur succéder ou pour étoffer l'équipe. Donc il faut qu'il y ait une conjonction et en fait un rendez-vous entre une personne qui satisfait tous les critères et d'autres personnes déjà en place qui souhaitent qu'elle vienne. C'est ce qui fait quand même encore un petit peu le mystère et l'opacité de certaines nominations de PUPH où en fait on ne sait jamais. Moi j'ai d'autres exemples d'amis qui ont fini par être nommés PUPH de neurologie, mais avec des parcours très difficiles, qui ne sont pas forcément liés au fait d'être une femme, mais très difficiles. Voilà. Pour l'instant, je suis, oui, satisfaite de ma carrière. Et des regrets, alors, j'en ai quand même un. J'aurais aimé, à un moment donné, partir à l'étranger. Alors, d'habitude, on dit, oui, tous les PUPH doivent faire une mobilité et partir. Moi, j'ai validé ma mobilité en étant pendant 3 ans à l'INSERM à Paris. Et finalement, après, je ne suis pas partie à l'étranger parce que c'était déjà assez tard dans mon cursus. Et c'est vrai que j'ai eu des appréhensions concernant ma vie personnelle en me disant mais oui, partir loin pendant 2 ans, encore tout chambouler, puis revenir, ça me semblait difficile. Et avec du recul, j'aurais finalement bien aimé le faire et que c'est quelque chose qui m'a peut-être manqué. Après, toutes les professions ont des avantages et des inconvénients. Et dans le fait d'être PUPH, il y a beaucoup de satisfaction, mais aussi beaucoup de devoirs et d'obligations. Et notre activité est très multitâche. Et du coup, ça génère l'impression permanente, enfin pour moi en particulier, de ne jamais avoir le temps de faire les choses à fond et d'être toujours en train de courir partout. Voilà.
Alors déjà, de surtout ne pas se mettre de barrières psychologiques, hein. C'est-à-dire que si une jeune femme a envie de rester à l'hôpital, et il y a pas de raison. Et il faut surtout qu'elles se disent qu'elles en ont toutes les capacités. Voilà. Alors, il est sûr et certain qu'il faut beaucoup travailler, puisque, par exemple, pour faire des publications, c'est long. Pour écrire, c'est long. Et que là, on part pas sur 35 ni même 45 heures de travail par semaine. Donc voilà. Donc il faut avoir envie de beaucoup travailler. Ce n'est pas possible autrement. Entre le soin, les activités de recherche, les activités d'enseignement et surtout la production d'articles, tout ça prend beaucoup de temps. Donc il faut vouloir s'investir, il faut être aimer ce qu'on fait, être passionné. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et surtout, il faut vous dire en tant que femme que vous avez toutes les qualités requises. Alors moi je peux dire ça surtout parce que j'ai travaillé dans un laboratoire qui était dirigé par une femme, le professeur Elisabeth Tournier-Lasserre, hein, quand j'étais à l'INSERM. Et ensuite j'ai été chef de clinique dans le service du professeur Marie-Germaine Bousser, qui avait été la première femme nommée PUPH, à une époque où elles étaient presque pionnières. Hein. Donc maintenant, si une femme se sent des capacités et l'envie de le faire, rien ne doit l'en empêcher.